Pourquoi donc chercher à faire des diagnostics partagés? Ce qui va me guider pour faire ce résumé, c'est cette intention de dire: «On est tous là pour apprendre, mais il y a des choses dont on est à peu près sûr». On a 2 convictions et on a tellement de preuves sur ces convictions qu'on pense que c'est vraiment, 2 arguments très forts pour faire des diagnostics partagés. Le premier, c'est que c'est attendu et le deuxième, c'est que c'est beaucoup plus pertinent. Première conviction, les diagnostics partagés sont attendus. Ce dont on se rend compte, c'est que dans beaucoup, d'organisations, dès qu'il y a un problème qui concerne le collectif, tous les membres de l'organisation ont envie de donner leur avis, en fait. Ils ont envie de participer. Alors pendant de nombreuses années, moi j'ai essayé de chercher à expliquer ce phénomène en lisant des philosophes et cetera. Bon, il se trouve on n'est pas des philosophes, on est des consultants et donc les consultants, on est là pour aider nos clients à agir et donc si on reste à ce niveau-là de consultant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un grand désir, une grande appétence des membres d'une organisation à donner leur avis. Le cas récent qui m'a le plus frappé, c'était au mois de juillet. On travaillait pour une administration territoriale française. On animait des visios pour demander leur avis aux gens sur un certain nombre de sujets qui étaient liés au confinement et puis à la difficulté du télétravail. La visio qui était la semaine du 14 juillet, c'est quand même un moment de la France où il y a plus grand monde au travail. Il y avait énormément de participation et moi j'anime la visio et au bout de 20 minutes, il n'y a plus de questions. On avait 1 heure. Normalement, on explique aux gens la plateforme, il y a des petits bugs, il y a des trucs pour les aider à utiliser la plateforme. Et puis il y a des questions, puis les gens participent. Et là, il n'y a plus de questions. Et je voyais les têtes des gens en visio, ils étaient tous sur leur clavier à écrire. Il y en a une qui m'a dit gentiment: «Non Emmanuel, ça suffit, tais-toi quoi. Nous là, on est en train de contribuer sur la plateforme, on n'a pas besoin d'animation». Et donc il y a eu ce moment un peu bizarre pour moi de 20 minutes où ils étaient en train de liker, de donner leur avis, et cetera. L'élément de fond, c'est de dire mais en fait, c'était vraiment passionnant pour eux de donner leur avis. Mais on l'entend d'une manière ou d'une autre. Dès qu'on organise un atelier collectif, les gens ils peuvent dire par exemple: «Ah bah ça fait du bien de parler» ou «C'est vraiment génial que la direction nous demande notre avis». Et donc il y a cet appel, ce désir de l'organisation de donner son avis. Pourquoi sur ce sujet-là, c'est important de les écouter? Bah, il y a un de nos clients qui a répondu. Disons qu'il travaille dans le secteur de la propreté, il dirige une boîte de 25 000 personnes et il nettoie des bureaux, vous voyez? C'est des gens, ils gagnent pas leur vie, c'est hyper dur. Et lui, ce qu'il dit: «Mais moi, les réponses, je les ai déjà, en fait. Mais si les gens ne parlent pas, on ne pourra pas mettre en place les décisions. Parce que si les gens s'expriment, ça va faire baisser la pression». L'intérêt qu'a une organisation à écouter ce désir de leurs collaborateurs de s'exprimer, c'est qu'en fait, ça va faire baisser la pression et ça va ouvrir la voie. Alors, ça suffit pas, hein, il y a plein de choses à faire, mais c'est une condition nécessaire pour débloquer un certain nombre de situations et pour ouvrir la voie, pour suivre la réflexion, expression, sortir la pression. Une fois que j'ai parlé, ça libère quelque chose dans mon esprit et je deviens plus disponible pour écouter. En tout cas, nous, tous les jobs qu'on a, les collaborateurs disent c'est chouette de parler. Deuxième argument qui complète celui-ci, parce que c'est quand même pas suffisant, c'est de dire si le diagnostic est partagé, il sera plus pertinent. Il sera de meilleure qualité. Alors pourquoi il sera de meilleure qualité? Qu'est-ce que vous voyez ici? On dirait le drapeau du Japon, n'est-ce pas? Bon, c'est un cercle. Ça, c'est un triangle. Et en fait, c'est le même objet, mais vu d'un endroit différent. Vous voyez, si on commence à tourner autour de l'objet et à prendre, à monter un peu, à descendre, on va commencer à avoir un peu de perspective. Et puis là, on a une autre perspective. Donc c'est une pyramide qui est sous forme de cône. Ici, c'est une vue aplatie. Ça, c'est ce que je peux voir de l'extérieur. Par exemple, moi, comme consultant, je vois une organisation, je vois une pyramide. Mais les gens qui sont dedans, ils peuvent, s'ils sont patrons, ils voient plutôt quelque chose comme ça. Et puis si je suis un collaborateur tout en bas de la pyramide, bah, c'est un peu écrasant. C'est ça que je vois. Ok. Donc chacun a une perspective différente, mais l'intérêt, c'est qu'en les mixant, ces perspectives, on arrive à mieux cerner l'objet. On passe d'une vue 2D à une vue 3D. En fait, le fait que le diagnostic soit partagé, ça permet d'avoir comme plusieurs caméras pour regarder la même chose. C'est plus que 360, c'est une vue en 3 dimensions. En fait. Et du coup, c'est plus pertinent. Mécaniquement, en fait, on voit les choses de manière plus riche. Et donc, c'est plus pertinent. Ça, c'est une idée, donc c'est bien, c'est une idée. Mais est-ce qu'il y a des preuves de ce que je vous dis? Au-delà de notre conviction, au printemps, on nous a demandé de faire un job qui était vraiment marrant. C'était comme une étude en double aveugle. C'est-à-dire qu'il y avait, dans un grand organisme de recherche scientifique, il y avait 2 stream projets qui travaillaient exactement sur le même sujet. La question était quels sont nos enjeux dans 15 ans? Et il y avait une façon de travailler qui était traditionnelle. Les chefs se sont réunis avec des consultants très brillants. Et un autre stream qui était on prend un échantillon de l'organisation le plus large possible et on demande aux gens de réfléchir ensemble sur ce même sujet. Un stream expert et un stream faire participer les gens. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les meilleurs résultats, les résultats les plus pertinents, mais c'est un organisme scientifique, donc quand ils disent que c'est plus pertinent, c'est que c'est plus juste, quoi. Les résultats les plus pertinents, ils sont venus du groupe de travail mixte. Parce que justement, ils avaient une vision 360, ils avaient une vision à la fois des problématiques pratiques, des enjeux, et du coup, ils ont retenu pour leur contrat d'objectif, là, ils ont retenu les travaux du groupe mixte. Et donc, il y avait comme une étude en placebo, c'est un peu luxe, hein. Vous faites deux fois les travaux, puis vous prenez ceux qui sont les meilleurs. Ça a permis des percées conceptuelles même, ça permet de voir les choses
choses de manière beaucoup plus riche. Ça illustre ce que je viens de vous dire, cette seconde conviction, donc que le diagnostic est plus pertinent s'il est partagé. Un dernier élément dont nous on est sûr, c'est qu'on vous propose une définition du diagnostic partagé et c'est une définition qui simplifie beaucoup la vie. Donc quelle définition on propose? Déjà revenons à l'étymologie. Donc le petit Robert nous dit un diagnostic c'est quoi? C'est une prévision, un jugement tiré de l'analyse des signes. Ça nous a beaucoup aidé parce que nous pendant longtemps on a cherché à faire en fait un modèle qui explique la réalité. Et un modèle c'est pas un jugement, c'est-à-dire qu'un modèle c'est tout un raisonnement. Là jugement c'est juste une décision. L'étymologie de diagnostic ça vient du grec et ça veut dire discernement. Et donc nous ça nous a beaucoup aidé parce qu'on s'est dit ah non en fait c'est pas un modèle. On cherche pas à ce que les gens convergent sur un modèle de la réalité. On cherche à ce que les gens convergent sur un discernement, donc sur des décisions. Ça nous donne la définition qu'on propose, qui est qu'un diagnostic partagé permet à une organisation de décider d'action en réponse à une situation. Généralement, il y a un problème quand même. C'est décider d'action. Et ce qu'on dit en complément, c'est qu'un diagnostic est partagé, pas si tout le monde a participé, parce que ça d'abord, c'est pas possible. Dès que l'organisation est grosse, c'est pas possible. Et puis parfois, ça marche pas. Mais c'est partagé si c'est compris et accepté par tous. Et alors là-dessus, on a eu un exemple. Récemment, on a reçu Philippe Pichlac qui dirigeait les opérations de courte paille et qui a redressé les opérations de courte paille et qui a expliqué comment il avait fait pour redresser ces opérations de courte paille. Et en fait, c'était très intéressant. Il a passé son temps en bagnole, il a visité tous les restaurants. Il n'a pas dit aux gens, je fais un diagnostic. Il a demandé aux gens, c'est quoi votre vie, comment vous faites, etc. Et puis après, il leur a dit, bah voilà ce qu'on va faire. Et donc, à aucun moment, les gens n'ont eu l'impression de participer à un diagnostic. Et en plus, c'était assez drastique. Il a supprimé un niveau hiérarchique. Enfin, il a donné plein de pouvoirs au patron de restaurant. Il a fait des changements radicaux et tout le monde a dit oui, oui, c'est bien ça qu'il faut faire. Et donc, ça suffisait en fait. Le diagnostic était partagé parce que les membres de l'organisation ont dit oui, oui, c'est bien ça qu'il faut faire. Lui, il s'est basé sur ce qu'il a entendu, qu'ils ont dit. Mais ce qui compte pour que ça marche, c'est qu'à la fin, les gens se disent ouais, en fait, t'as raison, Philippe, c'est ça qu'on va faire. Pour nous, c'est très important parce que ça permet de déconfusionner participatif, partagé. Ce qui compte à la fin, et c'est ça qu'on observe, c'est que, comme dans le cas de courte paille, le diagnostic est partagé si les gens sont d'accord avec les décisions qu'on leur présente.